Mesdames, Messieurs, chers amis d'Imagine, parce que vous êtes tous des amis d'Imagine ici, c'est une des missions importantes de l'Institut qu'on avait voulu mettre en exergue, c'est cette mission d'ouverture. C'est un peu tapageur de dire ouverture, mais ça a été bien saisi par nos architectes, Nouvelle, Bernard Valero, de dire que l'Institut Imagine devait avoir une façade sur la ville, et c'est pas n'importe quelle ville. Je ne dirais pas la plus belle ville du monde, mais enfin, on est beaucoup à le penser. Pas n'importe quel endroit de la ville, c'est Montparnasse, c'est vraiment un quartier universitaire animé. Et il y a cette façade d'un institut de génétique qui est ouvert aussi de ce côté-là, et vous représentez ce côté-là de la Seine. Il y a un autre côté de la Seine, qui est la Seine SCE, qui est côté Necker Enfants Malades, parce qu'Imagine n'est pas aussi autre chose qu'une extension de Necker Enfants Malades. Et là, c'est là qu'arrivent nos enfants, si je puis dire, nos familles, nos médecins, et ces deux côtés représentent les deux faces de l'Institut. Cette face qui est aujourd'hui illustrée par vous, c'est cette face d'ouverture où un institut de génétique en plein Paris ne se cache pas, ne fait pas des manipulations secrètes dans des laboratoires encore plus secrets dans des sous-sols, mais dit et affiche ce qu'il fait et ouvre ses portes à la ville, à vous, à beaucoup d'amis que j'ai salués, que je saluerai plus tard, qu'on saluera, à des donateurs qui nous font l'amitié de venir aussi, à des parents, à des proches, à des membres de notre conseil d'administration, et puis à des scientifiques de l'Institut et des médecins de l'Institut qui sont aussi là pour peut-être tout à l'heure discuter avec vous, répondre à vos questions. C'est pas la meilleure chose que je voulais dire, c'est qu'on a voulu ces conférences comme vraiment un signe de présentation, presque d'offrande de ce qui se fait ici à la ville de Paris, qui d'ailleurs fait partie de nos fondateurs. Et c'est une mission qu'on considère tous comme très importante. La deuxième chose dont on s'est aperçu avec notre président Arnold Munich, c'est qu'on avait traité dans nos conférences dites grand public, au fond je ne parle pas d'autre chose que de ça, mais avec d'autres mots, qu'on avait traité d'autisme, qu'on avait traité de maladies rares, qu'on avait traité d'épilepsie, et ça a été tout cela des grands succès. Et puis qu'on s'est rappelé qu'on était l'Institut des maladies génétiques et que dans maladies génétiques, il y avait génétique, qu'on n'avait jamais vraiment traité de génétique. Alors, c'est le deuxième élément pour dire qu'aujourd'hui, on va parler de génétique. On va en parler avec deux extrémités du spectre de ce qu'il est nécessaire de comprendre aujourd'hui pour la génétique, du développement, de l'innovation, des prouesses de thérapie génique. C'est vraiment le plus extrême du progrès qui se fait en génétique ici. Et il faut que vous sachiez que c'est une... J'avais pris la diapositive de l'article. La date n'est pas tout à fait choisie par hasard en mars, cette conférence sur la génétique, puisque est sorti il y a quelques jours cet article signé de Marina Cavazzana et de tous ses collaborateurs ici à Paris, mais aussi aux États-Unis, sur le traitement, le premier rapport sur le traitement d'une maladie génétique héréditaire, et pas n'importe laquelle, la drépanocytose. Et on va commencer par cet exposé de Marina sur ce fait d'armes, pourquoi il est si important, comment on peut expliquer le temps incroyable qu'il faut et le savoir-faire qu'il faut pour aboutir à ce succès. Pour beaucoup de vous, c'est un petit bout de papier, c'est même marqué quelque part, je sais pas, brief report, rapport court. Mais rapport court, c'est 15 ans de recherche. Il faut peser ce brief report avec la vraie vie des chercheurs médecins qui ont attaqué ce problème. Dieu sait s'il est difficile. Elle est flanquée d'Isabelle André-Schmutz, qu'on a mis dans les... Marina est flanquée d'Isabelle, mais qui parlera peut-être plus à fond de son sujet dans une autre conférence, parce qu'on a pensé que ça valait véritablement une conférence entière sur le thymus artificiel. Mais je vous laisse en suspens avec ce suspense. Qu'est-ce que c'est que le thymus artificiel? Isabelle vous en dira plus dans les mois qui viennent. Le deuxième chose qu'on a voulu dire, c'est que pour aller vers la thérapie génique, il faut peut-être venir un peu aux racines de la génétique. Et les racines de la génétique, vous êtes plusieurs ici, dans cette salle d'ailleurs, à nous dire, mais il faudrait quand même qu'on comprenne déjà les mots. Et c'est pour ça qu'on a pensé que compléter l'exposé de Marina par un deuxième exposé qui sera donné par Dominique Stoppa-Lyonnais à propos d'un autre ouvrage beaucoup plus modeste qui vient de sortir, qui s'appelle « Les 100 mots de la génétique »,
Et Dominique vous guidera par la main d'une petite promenade sur les mots de la génétique. Vous entendrez quelques mots, pas les 100, je vous rassure, quelques mots au choix: génie génétique, mutation, oncogénétique, test, épigénétique, évolution, présymptomatique. C'est un petit parcours qu'elle vous a mitonné. Elle va nous rejoindre dans quelques instants. Il y en a 92 autres de ces mots à vous évoquer et que vous pourrez lire dans ce petit fascicule qui est vraiment élémentaire de vulgarisation. On n'a pas voulu l'appeler la génétique pour les nuls parce qu'on trouve que c'est pas très gentil pour les lecteurs et que c'est pas du tout le cas. Mais les 100 mots, ça nous avait paru bien. Voilà, des femmes savantes. C'est ce que vous avez ce soir. Marina Cavazzana, Dominique Stoppa-Lyonnet. Alors dans les femmes savantes, selon Molière et sa plume, il y a une petite ironie quand même, une petite satire. Mais c'est pas, je regardais tout à l'heure, c'est pas, aujourd'hui, c'est pas Philaminte, c'est pas Armande, c'est pas Bélis, c'est plutôt des Henriettes qui vous auraient, c'était de la sagesse, de la profondeur, du bon sens, du travail et de la, comment dirais-je, du sérieux dans cette pièce, cette comédie que vous connaissez bien, où il y a des femmes qui sont un peu légères et qui tombent sous ce trissotin 3 fois pédant, mais vous n'avez pas ces femmes-là, vous avez des vraies femmes savantes ce soir. Alors la première, c'est Marina. Bonsoir, c'est toujours un peu difficile, c'est plus stressant de parler à un public qui ne connaît pas tout de la génétique qu'un public qui est habitué à ces terminologies parce qu'on a toujours peur de mal se placer. Alors tout de suite, il faut que je fasse une critique à Stanislas parce qu'il n'a pas que des qualités. Le problème, c'est qu'on a un conflit majeur dans l'Institut, il ne veut pas le dire, parce qu'il est convaincu que Paris, c'est la plus belle ville du monde. Et je n'arrive pas à le convaincre qu'en réalité, c'est Venise. Donc, j'ai un conflit majeur avec lui que j'espère que ça va se résoudre dans les années qui viennent. En collaborant ensemble, on arrivera à trouver un accord sur cette question majeure de la génétique. Et j'insiste que Venise est mieux que Paris, la Seine. Bon, je dois parler ici, je parle ici, je n'ai pas le choix. L'autre chose, effectivement, je voudrais remercier Isabelle Andresmus qui me fait l'honneur d'être assise parmi vous, car effectivement, c'est un travail d'équipe et c'est rare de nos jours que les couples durent longtemps. On dit qu'à Paris, on divorce 1 sur 2. Mais avec Isabelle, ça fait il y a une vingtaine d'années qu'on travaille ensemble et vraiment on continue à s'amuser énormément. Et on rigole tous les jours et ça se passe très bien. Les co-directions, ça, je ne sais pas s'il y a des experts de l'INSERM qui sont là, mais les co-directions des laboratoires, c'est vraiment un grand plaisir de complémentarité et d'avancer. Donc, sur ce, je passe aux choses dites sérieuses. Alors, je ne suis pas sûre que je sais tout faire ici. C'est plus facile la thérapie génique que vous faire... Donc, ce que je voulais... Ah, merci. C'est plus facile, je disais, faire la thérapie génique que faire marcher les ordinateurs. Donc, j'ai un aide. Et je voulais vous montrer un peu qu'est-ce qui arrive aux globules rouges d'un enfant drépanocytaire quand il libère dans les tissus périphériques. Et bon, les petits films ne marchent jamais quand il doit marcher. Heureusement que la thérapie génique marche plus fréquemment. Je vais montrer ça ici. Donc, voilà, quand les globules rouges libèrent dans la périphérie l'oxygène, en réalité, ils se déforment complètement. Ils se déforment pour une raison hyper simple, qui est la précipitation des chaînes qui portent la mutation de l'hémoglobine S dans les vaisseaux périphériques. Et donc, vous voyez, dans cet état où il se retrouve, bon, c'est bon, on a tous compris. C'est bon, hop. Désolée, on revient. Voilà, on va retourner sur le... Et donc, en réalité, il fallait donner à ces cellules une forme normale. Donc, j'ai essayé de prendre une photo ici d'un globule rouge non corrigé.
Vous voyez comme il se déforme et assume cette forme qui donne le nom à la maladie, car elle s'appelle aussi anémie falciforme, par la forme d'aphosie des globules rouges, qui en réalité, une fois corrigée, ça c'est les déformations de la lame lamelle, mais retourne à récupérer cette forme biconcave qui leur permet de rouler tranquillement dans les vaisseaux, y compris une fois qu'ils ont libéré l'oxygène. Donc, je retourne un peu au basique. Donc, voilà la pyramide de cet institut. Et en réalité, vous voyez, la thérapie génique elle se positionne tout en bas et à droite parce qu'on est juste un tout petit morceau de cette construction magnifique dont je dirais que Stanislas et son équipe est en haut de la pyramide et moi, je suis tout en bas parce qu'en réalité, je suis une petite voleuse a pris un peu des marchands vénitiens l'idée de voler aux autres les choses les plus belles qu'ils avaient et de l'utiliser pour faire des protocoles cliniques. Et en réalité, j'ai mis ensemble, je dis ça un peu en rigolant, mais en réalité, c'est terriblement vrai, car c'est grâce aux découvertes des mécanismes de formation de l'hémoglobine et des globules rouges en fonction du temps et de l'âge de l'individu qui, grâce à ces connaissances, on a pu élaborer un vecteur dont je vous parlerai un peu plus, qui permet d'introduire à l'intérieur des cellules qui fabriquent tout le long de notre vie les globules rouges, la protéine normale. Alors, comment on fait à transporter une nouvelle information génétique à l'intérieur des cellules? C'est ça, c'était 30 ans de travail et on a utilisé à peu près toutes les connaissances qui viennent en réalité de la virologie, car en réalité, les seuls micro-organismes qui savent transporter efficacement dans le noyau d'une cellule une information génétique sont les virus. Aujourd'hui, on n'est pas capable, même si on essaye avec beaucoup de courage, à faire mieux de ce qu'ils font les virus naturellement, qui est cette capacité qu'ils ont de rentrer dans le noyau de la cellule et d'utiliser pour leur propre vie biologique les génomes de la cellule cible. Et donc, à la fin des années 80, l'idée est venue aux virologistes, pas à moi, j'étais à peine née, non, je rigole, et utiliser ces virus, leur capacité de rentrer dans la cellule comme des transporteurs génétiques. Donc, en réalité, on les vide de toutes les informations génétiques qui sont responsables de la maladie. Donc, vous savez qu'HIV est responsable du sida, que les adénovirus et les AAV sont responsables des rhumes. Donc, parmi vous tous, vous avez des anticorps que vous avez produits au cours de votre vie contre un ou l'autre de ces virus, et probablement contre les deux, et probablement contre tous les sérotypes qui caractérisent ces familles de virus qui rentrent très très facilement dans toutes les cellules de l'organisme. Et puis il y a l'herpès virus dont sûrement vous avez entendu parler. L'ensemble de ces virus, selon la maladie et selon quelles cellules on veut corriger, selon l'effet qu'on veut obtenir, selon quelle information génétique nouvelle on veut introduire dans les cellules, peuvent être utilisés à des buts thérapeutiques. Alors, en réalité, nous, c'est du fait qu'on veut corriger de façon stable dans le temps et, disons, définitive, même si on ne peut pas aujourd'hui parler de définitive car on n'a traité que des jeunes patients. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils vont devenir dans les années. On utilise les virus responsables du sida, qui ça peut vous sembler presque une hérésie, mais en réalité, ce n'est pas, car ces virus ont beaucoup de caractéristiques positives qui nous ont permis de les détourner et d'en faire un transporteur génétique, un train génétique, une navette spatiale. Donc voilà ce que les généticiens nous disent, parce que moi j'ai eu la chance dans ma carrière de découvrir une seule maladie génétique, et encore une des plus rares qui existe, et après beaucoup d'efforts, parce que je voulais faire comme les généticiens. Mais en réalité, les généticiens, quand on parle de maladies autosomiques récessives, savent décrire la mutation qui est portée par les deux chromosomes de l'individu, qu'il y a un du papa et un de la maman.
Alors, pour vous enlever tous les doutes et toutes les ambiguïtés, aujourd'hui, on ne corrige pas les gènes là où il se trouve, muté, pas muté. Mais ce qu'on fait, c'est relativement beaucoup plus simple de ce qu'on espère pouvoir faire dans les années qui viennent, c'est d'introduire un peu au hasard dans les chromosomes une copie en plus du gène dans sa forme normale, dans sa forme thérapeutique. Donc c'est pour ça que je vous ai fait cette illustration pour bien vous comprendre que ce n'est pas de la chirurgie des génomes, mais c'est une thérapeutique d'addition d'une copie normale du gène muté. Alors voilà ce qui se trouve dedans vos vaisseaux. Donc toute origine dans une cellule souche que nous avons appris à manipuler. C'est sympa. Et qui se trouve dans les os longues, donc les crêtes iliaques que vous pouvez facilement vous toucher. C'est là qu'il y a cette cellule qui a une capacité extraordinaire de prolifération et de différenciation. Et sûrement, vous savez que dans vos vaisseaux circulent toutes ces cellules qui remplissent des fonctions essentielles à votre existence. Donc, qui sont les globules blancs, pour la faire courte, les globules rouges et les plaquettes pour vous réparer quand vous vous blessez et arrêter les saignements. Et donc, ces cellules prennent différentes formes selon le moment de leur fonction ou au moment qu'on les voit circuler. Aujourd'hui, théoriquement, et je dis bien théoriquement, on pourrait tourner sur ça, on peut corriger par thérapie génique, on pourrait corriger par thérapie génique toutes les maladies qui intéressent les cellules qui circulent dans nos vaisseaux. Donc, pourquoi on s'est attaché dans cet institut de façon assez, avec un effort soutenu dans les années, comme bien a dit Stan avant, il y a 15 ans qu'on a commencé à envisager les traitements par thérapie génique d'hémoglobinopathie. Parce qu'en réalité, il s'agit, contrairement peut-être aux idées reçues, oui, c'est vrai, c'est une maladie rare selon la définition de maladie rare, mais c'est en réalité une maladie qui qui a une diffusion énorme et qui touche aujourd'hui l'OMS dit 7% de la population mondiale. On calcule est porteur aux malades d'une des deux plus importantes hémoglobinopathies. C'est le nom qu'on donne à ces maladies des globules rouges, la thalassémie et la drépanocytose. Alors, quelques chiffres déjà en Île-de-France, on compte à peu près plus de 20 000 personnes atteintes, dont 16 000 adultes qui ne dépasseront les 45 ans quand ils sont atteints de drépanocytose. Donc, avec une morbidité qui s'accroît dans les années et ils finissent tous entre 20 et 40 ans à remplir les services de médecine interne de la science publique hôpitaux de Paris avec toutes les complications qui sont les infarctus cérébraux, l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance pulmonaire, les ulcères chroniques des membres inférieurs et la douleur chronique qui les rend un patient sur deux dépendant de la morphine à vie. Ça n'intéresse pas que l'Île-de-France, ça c'est les chiffres de la dernière enquête épidémiologique de l'OMS. On dénombre au moins plus de 400 000 nouveau-nés qui naissent chaque année dans le monde atteints de cette pathologie. 80% sont des enfants dans les pays en voie de développement ou à faible revenu. Et on calcule aujourd'hui que 4% de ces enfants atteints n'atteindront pas les 5 ans de vie. À cause des complications, ils vont mourir très rapidement dans les premiers 5 ans de vie. Et on compte aussi que plus de 9 millions de femmes porteurs d'une de ces maladies vont être enceintes chaque année. Et en absence d'une prévention adéquate, on va continuer à voir exploser le nombre de malades atteints de ces deux pathologies. Récemment, l'OMS a fait une déclaration internationale en disant qu'il faisait une priorité mondiale de la prise en charge de ces maladies
et a conseillé l'NIH et l'FDA d'accélérer toutes les demandes des protocoles qui visent à donner des solutions thérapeutiques pour cette maladie, qui va devenir un vrai problème pour la prise en charge et va représenter une vraie craque financier pour tous les pays occidentaux. Voilà, donc voilà ce que je vous avais montré. Voilà qu'est-ce qu'il arrive à ces globules rouges falciformés à l'intérieur des vaisseaux une fois qu'ils ont délivré leur oxygène. Donc, ils bloquent complètement les territoires des petites artères et des vénules. Ça fait des occlusions aiguës. Donc, les territoires en aval vont comme une espèce de nécrose aiguë si on n'essaie pas de libérer ces thrombus cellulaires rapidement. Et on va avoir une chronicité de perte de fonctions à chaque district qui se trouve en aval du territoire occlusé. Et ça peut être partout dans l'organisme. Ceci engendre des crises douloureuses quotidiennes aux malades atteints de drépanocytose. Ils ont mal tous les jours de leur vie, tous les heures, ils apprennent à vivre avec. Donc ça, je l'ai pris de l'association des malades avec drépanocytose parce que c'est dont ils se plaignent plus, c'est cette douleur impossible quand il y a une occlusion d'un vaisseau. L'autre gros problème, c'est les femmes enceintes drépanocytaires. Aujourd'hui, en France et disons en Île-de-France, qu'on peut retenir, c'est une des régions les mieux lotis en termes de prise en charge des maladies que vous connaissez. On est à la pointe pour de nombreuses maladies. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, une femme enceinte drépanocytaire meurt avec un taux de mortalité de 2% et qu'on accompagne des fois un décès tragique du couple mère-enfant et pas seulement de la maman. Ce qui nous a apporté dans notre réflexion globale sur cette maladie à former les premiers centres de référence pour les femmes enceintes drépanocytaires en Necker, dont le Dr Ribeil s'occupe et pour lesquels on a mis en place une série de protocoles qu'on a étendus cette année à l'ensemble des maternités de notre région pour essayer de prévenir la mort du couple mère-enfant atteint de drépanocytose. Voilà, ça, c'est pas l'enfant qu'on a soigné par drépanocytose, mais un autre enfant qui a accepté qu'on le prend en photo. C'est un malade quand même drépanocytaire qui a été soigné par l'équipe du professeur Stéphane Blanche à l'unité d'hospitalisation de l'hôpital Necker, qui est un des drépanocytoses qui avait la chance d'avoir un donneur familial compatible et qui, pendant la période d'aplasie, qui suit les 4 jours de chimiothérapie qu'on lui donne pour faire la place aux cellules corrigées, vit dans une enceinte stérile et protégée pour pouvoir, en attendant que la nouvelle moelle osseuse refabrique ces globules blancs et ces globules rouges. Donc voilà, je me suis permise une image un peu poétique sur cette maladie, donc cette lune falciforme qui est la cause de cette catastrophe et cette espérance d'avoir une lune pleine qui puisse circuler dans les vaisseaux de ces enfants pour le temps de leur vie et leur donner ces souris imprenables qui nous font craquer chaque fois qu'on les voit parce qu'une fois que la crise est passée, ils retournent allègrement à jouer et à sourire à la vie comme j'espère vous ce soir. Voilà, c'est tout. Je reste là. Ah oui, je reste là parce que vous avez sûrement des questions pour le professeur Cavazzana. Alors, peut-être, moi je peux te poser une question pour lancer les choses parce que tu montrais cette photo où le gène va être délivré à un endroit finalement un peu au hasard, c'est pas tellement ça qui compte dans le génome, pour apporter une protéine normale, pour faire une hémoglobine normale. Mais il y a quelque chose qui était un défi très important dans cette aventure pionnière que tu as entreprise avec ton équipe, c'est que l'hémoglobine S, falciforme, elle continue à être produite.
par quel miracle, c'est pas tout à fait un miracle, je le sais, mais par quel mécanisme tu pouvais penser que rajouter de l'hémoglobine normale en plus allait contredire cette hémoglobine anormale? C'est une piège la question de Stan, mais en réalité, je ne vous ai pas tout dit pour ne pas vous embêter sur les vecteurs qu'on a fait, mais les vecteurs contiennent une mutation ponctuelle. L'hémoglobine qu'on a introduite a une mutation qu'on dit anti-cycling, de façon qu'elle elle est en compétition positive par rapport à la formation du tétramère avec l'hémoglobine S. Et les globules rouges qui incorporent cette protéine, qui a une capacité, une affinité différente avec l'oxygène, a la capacité d'interrompre la formation des fibres des protéines mutées qui précipitent au moment de la déoxygénation. Et donc les globules rouges qui ont cette protéine ont une durée de vie supérieure aux globules rouges malades, et donc ils sont continuellement dans une compétition positive par rapport aux globules rouges qui auraient exclusivement les tétramères malades. Bon, c'est pas très clair parce que c'est assez compliqué, même pour moi, mais c'est comme si vous avez deux voitures qui vont courir, qui ont à peu près les mêmes moteurs, mais vous avez donné à quelque chose, vous avez truqué un des moteurs des deux voitures, donc en réalité, il semble pareil. Mais au moment que vous accélérez pour partir, la voiture que vous avez truquée va plus vite parce qu'on lui a introduit quelque chose qui lui va, qui lui va permettre de gagner la course dans la formation des complexes tétramères qui fait des 2 hémoglobines A et 2 hémoglobines S pour le transport de l'oxygène. Donc en réalité, à un moment donné, l'hémoglobine A est déroutée dans la voie de dégradation et l'hémoglobine est formée par le complexe thérapeutique. Voilà, c'est à peu près ça. Oui. Pour la recherche, il y a déjà un protocole thérapeutique pendant la grossesse? Non, déjà, si on suit, c'est une très bonne question, on suit ces pharmaciens parce qu'on a compris que si on leur donne de l'oxygène la nuit, si on leur fait de respirer pendant la nuit avec des lunettes d'oxygène toute la nuit, on augmente l'oxygénation du placenta. Et on évite qu'elle fasse des infarctus au niveau du placenta, que c'est la raison pour laquelle ils font des complications graves avec des détachements du fœtus et du placenta au moment plus la grossesse avance. Ça, c'est la première raison pour laquelle on les suit. Donc, on essaye d'éviter toutes les complications qu'ils auraient pendant la grossesse s'ils n'étaient pas suivis dans un centre spécialisé. La deuxième chose qu'on leur propose, c'est la prévention pour le fœtus, parce que souvent, leur compagnon, leur mari, leur conjoint, le papa de l'enfant, tout simplement, est porteur aussi de la mutation, donc l'enfant risque d'être malade. Et donc, si l'enfant est malade, on peut proposer l'interruption de grossesse, ou bien, s'ils souhaitent continuer leur grossesse, récolter les anticordons, les congeler pour une thérapie génique plus tard, quand l'enfant sera né. Donc, on essaye de donner des propositions de soins intégrés, des diagnostics à la vie adulte. Oui, d'abord, merci beaucoup. Et comme je ne suis pas scientifique, je voudrais vous poser 2 brèves questions de nature plutôt économique. Oui. La première, c'est que j'ai été très intéressé par la carte du monde que vous avez montrée et qui indiquait que 80%, si j'ai bien lu, de ces maladies sont situées dans des pays à bas revenus. Mais a priori, moi qui suis économiste, je ne vois aucun lien logique entre une maladie génétique et une situation économique de cette nature. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, si on le sait, s'il y a une explication au fait que cette maladie est particulièrement concentrée dans certaines zones du monde, parfois très éloignées, comme l'Afrique centrale ou certains pays d'Asie du Sud-Est. Et donc, est-ce qu'on a cette explication? Et puis, ma deuxième question de nature économique, c'est est-ce que l'on a une idée du coût de la découverte du traitement, je ne sais pas comment il faut l'appeler, auquel vous avez beaucoup contribué,
Et est-ce qu'on peut espérer que ce traitement soit rapidement à la portée des pays qui n'ont pas beaucoup d'argent, où se trouve l'essentiel des malades? Merci. Merci à vous, parce que c'est des très, très bonnes questions. D'abord, la première, oui, on a une explication, parce qu'en réalité, quand on porte la mutation génétique en simple copie, donc qu'on est porteur sain mais pas malade, on a un avantage de survie par rapport à la malaria, au paludisme. Donc, en réalité, le paludisme était aussi une plaie aussi de l'Italie, par exemple du bassin du Po, ces fleuves qui traversent toute l'Italie du Nord. Il y avait des rizières et les rizières étaient empaludées, comme toutes les rizières. Et jusqu'à il y a eu la malaria en Italie, il y a eu une incidence de thalassémie en Italie très important. Ça, c'est une explication. Donc, toutes les régions, disons, où il y avait cette parasite, les gènes de la thalassémie ou bien de la drépanocytose ont pu représenter pour cette population un avantage de survie par rapport aux populations qui ne l'ont pas, parce que les globules rouges hétérozygotes sont résistants à l'entrée du parasite. Donc, au fur et à mesure que les pays d'Europe et du bassin méditerranéen ont évolué, donc avec disons, l'extirpation de la malaria dans tous les fleuves, dans l'élimination de cette parasite, on a vu aussi disparaître la sélection de ces traits thalassémiques ou drépanocytaires dans nos régions. Et en plus, il y a eu, région par région, en plus, il y a eu des mouvements de prévention très, très forts, qui ont été très, très forts, par exemple, en Italie. Par exemple, en Sardaigne, il y avait 30% de prévalence de la drépanocytose, de la thalassémie dans la population générale. Jusqu'à il y a eu un médecin qui a dit stop aux dégâts, on va rendre obligatoire les dépistages prénuptial del trait thalassémique. Et en une seule génération, il a éliminé de la Sardaigne la thalassémie. Par contre, en Afrique, vous comprenez bien que pas seulement la malaria n'a pas été éliminée, pas seulement nous n'avons pas de vaccin, pas seulement il n'y a pas de traitement, les gens continuent à s'infester avec ces parasites. Donc ça continue à sélectionner positivement les traits drépanocytaires. Et puis, par exemple, moi j'étais en Ouganda pour des raisons de travail, donc liées à la drépanocytose d'ailleurs. Il y a des zones de l'Ouganda, je vous dis ça parce que je connais, c'est 30%. Il y a des régions à 30% de présence des traits drépanocytaires. Donc, vous imaginez, c'est pour ça qu'il y a cette grosse préoccupation pour les pays en voie de développement. Et puis, il y a une autre source, c'est l'immigration, les flux migratoires pour les guerres, déplacement des populations pour la famine et l'immigration tout court. Par exemple, aux États-Unis, c'est toutes des populations hispaniques, brésiliennes, mexicaines et provenant de l'Afrique qui n'ont pas d'assurance maladie et qui ont une prise en charge désastreuse pour la drépanocytose. Ça, c'est le problème économique qui va avec ces parasites. Alors, si on revient drépanocytose et France, par exemple, c'est qu'on est en train de faire aussi un temps caché par rapport à la publication, avec l'aide justement de Madame Bocquet, que vous connaissez bien. On essaie de faire une action au niveau du ministère de la Santé, parce que cette thérapeutique obtient les forfaits innovation, c'est ça qu'on dit, Laura, vous pourrez peut-être expliquer mieux que moi sûrement, et qui puisse très vite être remboursé par l'assurance maladie nationale. Alors, l'autre chose qu'on essaie de faire, parce que à l'évidence, vous avez bien ciblé les trucs, rien qu'en Europe, il n'existe que 4 centres capables de faire ces traitements. Donc, il y a Milan, il y a Londres, il y a Paris, il y a Madrid. Et pas toutes les maladies et pas la drépanocytose. Donc, si on continue un laboratoire comme celle qu'on a dans le département de biothérapie à l'hôpital Necker, où on traite ces cellules, coûte 10 millions.
Donc, logiquement, vous avez raison de poser la question, on n'y arrivera jamais, ni en Brésil, ni en Thaïlande, ni en Grèce, ni en Afrique, ça. Encore moins en Afrique. Donc, ce qu'on est en train de faire dans notre groupe, et effectivement, et sur ça, toutes les connaissances qu'Isabelle André nous apporte au quotidien, c'est automatiser les procédés et construire, avec l'aide d'un industriel, une sorte de boîte qu'on peut programmer, où on met à l'intérieur les cellules d'un côté, et tous les ingrédients, comme si c'était, vous savez, ces appareils qu'on utilise dans la cuisine pour faire, on met les ingrédients, puis ça bricole tout seul. Et puis la femme fait autre chose de plus intéressant, comme lire un livre, s'occuper de ses ongles, ces choses-là. Entre-temps, ça cuisine la papote, là. Et ça sort des cellules corrigées et qu'on peut transférer au malade directement. Et donc, si on arrive à automatiser de cette façon les procédés, qu'on donne une boîte avec la note d'information comme un appareil domestique, tout le monde, mais tous les hôpitaux, par exemple, rien qu'en France, pourront le faire. Voilà, ça c'est l'idée, on y travaille, je pense qu'on va y arriver. Avant de passer la parole à Françoise Clerget, je voulais te dire que M. François Stas n'est pas tout à fait n'importe quel économiste. Il est ancien directeur général de l'assistance publique au hôpitaux de Paris, donc il a une bonne excuse pour s'intéresser à la chose médicale. Et il nous fait aussi l'amitié d'être au conseil d'administration d'Imagine, à côté d'Anouta Piter, qui représente la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Françoise. Merci Stanislas et merci beaucoup pour votre exposé et la façon très simple dont vous avez expliqué la technique pour donc mettre un gène normal dans l'ensemble du génome. Est-ce que vous pouvez comparer cette approche, cette technique en termes de difficulté et d'efficacité à cette technique nouvelle qui est CRISPR-Cas9 pour, à la limite, changer directement le gène impliqué sur le génome. Alors, oui, je peux comparer. Aujourd'hui, la réponse est extrêmement simple, ce qui m'aide beaucoup. C'est que la méthode de gene editing par CRISPR-Cas9 n'est pas assez efficace pour corriger des cellules primaires humaines. Donc, on n'y est pas, tout simplement. Donc, la thérapie génique par addition du gène normal reste la technique de substitution en absence d'un donneur pour soigner ces maladies. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de compétition entre les deux technologies. La technologie CRISPR n'est pas prête pour aller en clinique. Après, pour moi, pour certaines maladies, ça pose aussi un débat éthique. Parce qu'aujourd'hui, sous la technique d'addition des gènes, nous avons, donc les premières malades ont été faites quelque part en 2004. J'ai fait ce protocole avec le professeur Patrick Aubourg pour la drépanoléukodystrophie. Donc, on a un recul 2004-2017, donc aujourd'hui, et nous n'avons aucun effet toxique dans plus que 200 malades traités pour n'importe quelle maladie génétique dans le monde, avec les cellules souches hématopoïétiques. Et on a 100% de survie, à peu près 100% de guérison. Donc, pour moi, se pose le problème, quelle maladie on pourra choisir pour y aller avec CRISPR en face à une technologie qui a 100% de survie et de guérison. Parce qu'aujourd'hui, on y va parce qu'on a un espace pas seulement médical, mais également éthique. Et on fait toujours, chaque fois qu'on pense à un protocole innovant, on regarde les résultats de la thérapie dite conventionnelle et ce qu'on peut apporter. Mais si vous avez, dans n'importe quelle maladie, mais ça c'est valable pour l'ensemble de la réflexion thérapeutique, si vous avez un médicament qui a 100% de survie et de guérison, vous pouvez tester rien. Qu'est-ce qui vous autorise de tester quelque autre chose? Voilà, donc c'est comme ça que je mettrai les débats. Alors, je vous propose qu'on passe. Merci beaucoup, oui. Marella. On te réapplaudit quand même.
je vous propose, quand ces dames auront fini de s'embrasser, je vous propose qu'on passe au deuxième acte. Et notre enfin, je sais pas, l'autre idée qu'on avait avec Madame Bocquet, avec Pauline, de commencer par le topo de Marina, puis ensuite de prendre prétexte de la sortie de ce petit fascicule pour donner quelques mots de la génétique, se confirme pas mal, parce que j'ai entendu mutation, chromosome, hétérozygote, maladie génétique, porteur, CRISP, sélection, évolution, et je crois que c'est une dizaine de mots que ces auteurs ont mis dans le livre. C'est Dominique Stopalionek qui a été tiré au sort, n'est-ce pas, et qui va vous faire promener au travers de quelques-uns de ces mots, rassurez-vous. Dominique est professeure de génétique à Paris Descartes, et elle dirige le service de génétique de Curie, entre autres activités. Voilà, vas-y. Très bien. Donc, bonsoir à tous. Merci Stanislas, merci à Imagine de nous donner l'occasion de faire la promotion de ce que sais-je, les 100 mots de la génétique. Et donc, ce que sais-je, je dirais, ces 100 mots sont une sorte de promenade qui tente d'aborder les principaux concepts de la génétique à l'heure actuelle, ses principales applications, aussi les questions qu'elle pose. Et j'ai la prétention, dans ces quelques minutes, de vous faire une espèce de survol de cet ouvrage. Mais je voudrais présenter trois clés qui me semblent très importantes pour que vous compreniez finalement à peu près l'ensemble de la génétique. C'est très prétentieux de ma part, mais je dirais d'abord il faut avoir quand même quelques notions de base sur ce qu'est notre patrimoine génétique, qu'est-ce que l'ADN, j'en dirai en quelques mots. Le deuxième point, c'est la génération des mutations ou variants génétiques, mutations dont certaines sont neutres, d'autres ont un effet positif, d'autres sont délétères. Et c'est extrêmement important de comprendre en quoi notre génome est instable et sujet à mutation. Et le troisième point, qui est à la fois le plus fascinant, j'ai envie de même dire le plus enchanteur, c'est le processus de l'évolution darwinienne qui en fait apparaît à différents temps. D'abord l'évolution des espèces, mais aussi qui a un rôle très important dans l'évolution de notre population humaine. Et puis au niveau individuel, l'évolution darwinienne est encore là. J'en dirai un tout petit mot sur l'oncogénèse, c'est-à-dire la transformation d'une cellule tumorale, mais aussi c'est notre répertoire immunitaire qui est impliqué. Enfin, c'est dans la génération de notre défense plutôt immunitaire qui est impliquée l'évolution darwinienne. Sur le premier point, donc il faut avoir en tête vraiment les éléments essentiels. Il faut savoir que notre génome est composé de 2 fois 3 milliards de paires de bases, parce que nous avons 23 chromosomes qui sont des fils d'ADN sur lesquels sont enfilés un peu comme dans des perles des gènes. Alors les gènes qui codent pour des protéines représentent à peine 1% de l'ensemble de notre génome. On commence aujourd'hui à peine à comprendre, mais quel est le reste, qu'est-ce que c'est 99%, évidemment, ce qu'on a appelé autrefois le junk DNA, l'ADN poubelle, aujourd'hui retrouve quelques lettres de noblesse et un rôle majeur dans l'expression des gènes et dans ce qui fait la différenciation de nos différents tissus. Mais sur l'ADN, je reviens sur les parties codantes. Il faut vraiment avoir en tête la sorte de trilogie ADN, ARN, protéines. Et ce sont les protéines, les éléments effecteurs de notre ADN. Alors après, les choses se compliquent. Il y a des gènes qui sont non codants, mais je n'irai pas plus avant. Et c'est essentiel qu'il faut que vous ayez en tête. Et je voudrais aussi dire un mot sur le code génétique, l'universalité du code génétique. Pour passer de l'ADN à une protéine, en fait, nous avons un alphabet génétique qui est très succinct, 4 lettres, et la combinaison de ces 4 lettres en triplet, eh bien, ce qu'on appelle aussi codon, est associé à un acide aminé. Et on a un alphabet protéique qui n'est pas très important, avec un petit nombre d'acides aminés. Mais ce qui est formidable, c'est que d'une espèce à l'autre, dans l'ensemble du vivant,
notre code génétique est le même. On parle une sorte de pierre de Rosette, mais c'est la même chose. Enfin, ce code génétique est universel, et je trouve que c'est assez joli. Et vous allez trouver donc toutes ces définitions de base donc du génome, des gènes, des ARN, de l'ARN non codant dans le premier chapitre de cet ouvrage. Le deuxième point à avoir en tête est que, comme dans toutes les espèces, eh bien, l'ADN est soumis à des variations qui sont la conséquence d'événements de mutation. Mutation, ça veut dire changement. Et ces mutations, elles peuvent être de différentes natures, elles peuvent être ponctuelles. Alors, l'élément constitutif de l'ADN, c'est ce qu'on appelle une paire de bases ou un nucléotide. Eh bien, c'est même plutôt une paire de bases, parce que l'ADN est double brin. Et bien, donc, il peut y avoir des mutations qui sont ponctuelles, en ce sens qu'elles vont concerner quelques paires de bases. Il peut y avoir de grandes délétions, des morceaux entiers de grands fragments chromosomiques qui s'en vont, voire il peut y avoir des réarrangements entre les chromosomes. Et donc, ces mutations, elles surviennent spontanément, soit lors des divisions cellulaires. Nous avons donc 6 milliards de paires de bases qu'il faut répliquer lors de chaque division cellulaire. On a une ADN polymérase qui est formidable, qui fait quand même quelques erreurs. Et on a des systèmes de réparation de l'ADN qui sont aussi formidables, mais qui laissent quelques erreurs. Néanmoins, le taux de mutation lors de chaque division cellulaire est extrêmement faible. Mais même s'il est faible, il y a au cours des divisions des mutations qui s'accumulent. Et ces mutations, elles peuvent être soit au niveau somatique, c'est-à-dire dans les cellules qui constituent notre soma, notre corps, ou elles peuvent survenir dans nos gamètes, ou les cellules germinales. Et donc là, il y a un impact, les mutations au niveau des gamètes, sur la transmission à la descendance. Et donc, ces mutations, ces événements de mutation ont un rôle majeur, en fait, dans l'évolution, tout simplement, mais aussi de façon plus rapprochée sur ce qui nous réunit aujourd'hui et ce qui aussi, je dirais, fonde l'Institut Imagine, c'est en génétique médicale, c'est la compréhension des maladies, leur diagnostic et leur traitement. Le troisième point que je veux aborder, la troisième clé, c'est l'évolution des espèces. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est un des phénomènes qui est le plus fascinant à comprendre parce qu'en fait, il nous permet d'appréhender l'origine du vivant et aussi l'origine de notre humanité. Donc, c'est Darwin qui, en 1859, en publiant De l'origine des espèces, avec des travaux néanmoins qui l'avaient précédé, ceux d'autres naturalistes comme Lamarck, Buffon, Cuvier, qui a proposé que l'évolution des espèces venait d'un processus de sélection des individus d'une espèce donnée les plus adaptés à l'environnement. Darwin, à ce moment-là, ne pouvait pas comprendre que ce sur quoi reposait la sélection des individus, c'était en fait la diversité des individus à l'intérieur d'une espèce. Et finalement, cette diversité des individus, et je rebranche sur les mutations dont je vous ai parlé, elle est finalement une sorte de réservoir d'individus dans lequel de processus de sélection puisent pour sélectionner les individus les plus adaptés à l'environnement, en d'autres termes, qui ont un avantage sélectif. Et donc, ce processus évolutif, fondé sur la sélection des individus, a été merveilleusement résumé par Jacques Monod, par le titre de son livre « Le hasard et la nécessité ». Le hasard, c'est les événements aléatoires de mutation qui créent un réservoir de possibles. Et donc, la nécessité, c'est celle de la nécessité de l'adaptation à l'environnement. Et donc, je crois que la compréhension de ce processus darwinien est essentielle pour comprendre l'ensemble de l'évolution, voire même, je vais un peu loin, mais des micro-organismes à nous-mêmes aujourd'hui. Et bien sûr, les échelles de temps se comptent en milliards d'années quand c'est l'ensemble de l'évolution du vivant, simplement en quelques dizaines de millions d'années quand on parle de la radiation des mammifères. Et je me souviens qu'un jour, j'étais aux eaux de Vincennes avec mes enfants et je suis tombée en arrêt devant un morse majestueux qui était sur un rocher, entouré d'une eau un peu stagnante.
Et je me suis sentie d'une très grande fraternité avec ce morse, sachant les phénomènes évolutifs qui avaient finalement présidé à la radiation de nos espèces, voilà, la séparation de nos espèces. Et je dirais que comprendre l'évolution des espèces, c'est aussi comprendre que l'intelligent design que certains défendent n'est en fait que la conséquence d'un biais d'observation, d'une méconnaissance justement de la diversité du vivant, qui est le creuset de l'évolution. Et je voudrais citer Ronald Fisher, que vous allez retrouver dans le chapitre Atavisme. Ronald Fisher, père de la génétique quantitative, qui disait « La sélection naturelle est le mécanisme rêvé pour générer un degré extrême d'improbabilité ». Et donc, comprendre l'évolution, c'est lutter contre ces visions, je dirais, étroites, obscurantistes, qui veulent dire qu'il y a un intelligent design qui préside à notre existence. C'est aussi comprendre, sur un tout autre domaine, que les organismes génétiquement modifiés, les OGM, ne sont pas si dangereux par les séquences pour lesquelles ils codent, mais qu'ils représentent un danger du fait de la diminution de la biodiversité, et par là le risque d'extinction d'une espèce correspondant à l'OGM si celui-ci est devenu dominant et est soumis à un environnement délétère. Donc si l'OGM est prédominant, événement délétère, il n'y a plus l'espèce, je dirais, qui le représente. La notion de sélection est encore à l'œuvre, je dirais, au niveau des individus d'une espèce, mais plus proche de nous, et permet de comprendre l'origine de certaines maladies génétiques. L'environnement sélectionne les individus les plus adaptés à la population. Je voudrais citer les Indiens Pima, qui sont aux États-Unis et au Mexique, qui présentent aujourd'hui un taux de diabète de type 2, le diabète gras, le plus élevé de la planète. Et en fait, ces situations reflètent une sélection parmi cette tribu, de ce petit groupe de population, des individus qui étaient les plus armés pour résister à des privations, à la famine, à des privations, et donc ont été sélectionnés les individus les mieux armés, mais quand l'environnement change et que la nourriture devient opulente, comme aujourd'hui, et bien à ce moment-là apparaît ces individus sont très sensibles à la surcharge calorique et donc développent un diabète de type 2. Un autre exemple, c'est celui que nous a magnifiquement expliqué Marina, qui est la drépanocytose. Un individu qui est porteur du trait drépanocytaire, c'est-à-dire qu'il a une copie du gène de la bêta-globine qui a cette mutation S, eh bien, il est protégé contre le paludisme. Donc ces individus vont être sélectionnés. Je dirais le prix à payer, c'est qu'il va y avoir, surtout quand dans une population, la fréquence est très élevée, 30%, nous a dit Marina, voire 40% dans certaines populations, eh bien, il va y avoir à ce moment-là des enfants qui seront homozygotes pour la mutation, c'est-à-dire qui auront la mutation sur les deux allèles. Et là, je vous renvoie pour comprendre comment on passe d'un trait génétique qui est très fréquent à une maladie qui est plus ou moins rare, avec la loi de Hardy et Weinberg, c'est ce qu'on appelle, c'est contribuer à la génétique des populations, qui est aussi l'un des 100 mots. Le processus darwinien est encore à l'œuvre dans nos cellules. L'échelle du temps n'est plus le même, c'est celui d'une vie humaine de quelques décennies. Physiologiquement, dans notre système immunitaire, eh bien, nous avons des systèmes formidables. Nos gènes ont une capacité d'accumulation, une capacité de générer un répertoire formidable d'anticorps ou de gènes des récepteurs T, qui sont les agents effectifs qui vont se défendre contre les agents infectieux. Et en fait, c'est comme s'il y avait un très grand nombre de clés. Cette variabilité des anticorps et des récepteurs T à l'antigène sont comme des clés qui vont rentrer dans les cellules, dans les serrures que représenterait la diversité antigénique, c'est-à-dire les antigènes portés par des agents infectieux extrêmement nombreux. Si notre système immunitaire marche bien, c'est parce qu'il a un répertoire formidable qui permet de lutter. Un autre élément, c'est le processus darwinien qui est à l'œuvre dans la transformation tumorale.
les cellules, le cancer est une maladie génétique de la cellule qui accumule un certain nombre d'altérations, altérations qui sont génétiques ou épigénétiques, il faut bien que je cite ce mot, c'est-à-dire c'est des variations d'expression du gène qui sont d'un gène en général activé, ou ça peut être aussi inactivé, mais qui sont transmissibles d'une cellule, d'une génération cellulaire à l'autre. Donc voilà je dirais les 3 éléments: la constitution de notre code de notre ADN, la génération extrêmement variée des mutations, et le phénomène d'évolution qui est fondé sur la diversité de nos mutations et la pression de l'environnement. Et ce sont, à mon sens, des éléments clés pour que ensuite vous puissiez agréger d'autres choses, donc je dirais un grand nombre de connaissances en génétique. Et je voudrais revenir maintenant sur la capacité d'analyse de nos gènes qui a bouleversé en 30 ans la compréhension des maladies génétiques. Il y a 30 ans, dans le concours de l'internat des hôpitaux, la génétique, c'était une question dite d'oral, une question extrêmement courte, et on ne voyait que les lois de Mendel. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus complet. Et je dirais même que la génétique est dans toutes les... Il y a un peu de génétique dans toutes les questions d'internat. Et ce qui a bouleversé, je dirais, la génétique médicale, ça a été l'identification de gènes impliqués, associés, dont les altérations sont associées à des maladies mendéliennes, c'est-à-dire des maladies pour lesquelles le déterminisme génétique est simple. En gros, c'est l'impact majeur d'un gène donné. Là encore, c'est un mot-clé, maladie mendélienne, et loi de Mendel que vous avez. Et donc, l'identification des gènes a été, pour les maladies, d'abord, ça a permis de comprendre, de faire un diagnostic chez un enfant. Et l'errance diagnostique est un problème majeur en génétique, je dirais en particulier en pédiatrie. Et puis surtout, c'est la compréhension des mécanismes physiologiques qui est la porte d'entrée au traitement. Et là encore, c'est une des diapositives qu'a montré Marina. Et tout en haut, on a l'identification des gènes, diagnostic, physiopathologie et traitement. Et l'identification des gènes a été faite à partir des patients, à partir de leur famille, avec des approches stratégiques d'études de liaison génétique, ou aussi approche gène candidat. Juste, je reviens sur les traitements. Dans le livre, vous verrez qu'il y a 2 entrées. Il y a traitement génétique et thérapie génique. Et les traitements génétiques, c'est l'utilisation simple du fait de la compréhension de la physiopathologie d'une pharmacopée actuelle. Ça peut être un régime alimentaire particulier. Je citerai le premier traitement d'une maladie génétique qui a été mis en œuvre par Jean Frézal à l'hôpital Necker, qui est le traitement de la phénylcétonurie. Un simple traitement, un régime appauvri en phénylalanine permet d'éviter un retard mental lié au caractère toxique de la phénylalanine qu'on repère par de la phénylcétonurie, c'est-à-dire c'est en gros un test génétique dans les urines. Ça peut être aussi des traitements substitutifs, et je citerai le traitement de l'hémophilie par des facteurs anti-hémophiliques A et B qu'on obtient aujourd'hui par génie génétique. Et puis, bien sûr, c'est la thérapie génique. Je ne reviendrai pas dessus. Marina nous en a présenté un exemple superbe. Néanmoins, je voudrais dire que sur la thérapie génique, ce qui nous manque aujourd'hui, on sait modifier les séquences d'ADN, mais ce qui nous manque, c'est ce qu'on appelle le targeting. C'est cette capacité de cibler le ou les tissus malades pour le traitement. Donc, quand le tissu malade, quand on peut y accéder par la moelle osseuse, c'est relativement simple, il suffit d'injecter et d'aller vers la moelle. Mais s'il s'agit, je pense, à certaines maladies neurologiques qui ne sont pas, qui ne sont pas ce qu'on appelle gliales, mais qui sont véritablement les neurones, certaines maladies neurodégénératives qui peuvent apparaître dans l'enfance, on est aujourd'hui très démunis et on attend une innovation de rupture qui permettra le targeting. Mais je ne désespère pas, je suis sûre que ça va arriver. Je voudrais finir sur une espèce d'overview sur les tests génétiques. Les tests génétiques, c'est le champ majeur de la génétique médicale. C'est aujourd'hui, toutes les consultations qui sont faites, finalement, se conduisent beaucoup à un test génétique qui a d'abord une vocation diagnostique, mais ça peut être aussi, et donc je le fais pas, je fais dans un ordre
un peu particulier parce que le test, je parle d'abord de diagnostic prénatal, mais le diagnostic prénatal n'est pas forcément le premier objectif. Il n'empêche que le diagnostic prénatal, quand une maladie a été identifiée dans la fratrie, dans des enfants d'un couple, on peut faire un diagnostic prénatal, ou dans une famille, on peut faire un diagnostic prénatal chez ce couple qui a eu un premier enfant atteint. Juste un point pour rappeler que le diagnostic prénatal a d'abord pour vocation de soigner, et il y a quelques maladies où le diagnostic sur le fœtus permet de soigner. Je pense à l'immunisation Rhésus, je pense à l'hyperplasie congénitale des surrénales, où on peut éviter d'avoir des anomalies génitales du fœtus grâce à un traitement spécifique. Et puis le diagnostic prénatal, quand il s'agit d'une maladie grave et incurable, eh bien, conduit à l'interruption médicale de grossesse si les parents le souhaitent. Un autre exemple de test génétique, hyper sophistiqué, de la haute couture à mon sens, c'est le diagnostic préimplantatoire, où après fécondation in vitro, on va prélever une cellule au stade 8 cellules, ce n'est pas un embryon, on parle d'une morula, on va prendre une cellule et on va en extraire l'ADN et on va regarder si ce proto-embryon, en quelque sorte, est porteur de la maladie génétique recherchée. Et sont générés par fécondation in vitro quelques dizaines de morula et retransférés dans l'utérus de la future mère, eh bien, un ou deux embryons non porteurs. Et puis, il y a l'autre grand volet des tests génétiques, c'est ce qu'on appelle les tests post-natals. Et alors là, on peut les stratifier en fonction de l'importance du risque associé d'une maladie, je dirais, annoncée. On parlera de tests présymptomatiques, ça veut dire que la pénétrance, je vous renvoie encore à la définition de la pénétrance dans le livre, la pénétrance est très élevée. L'archétype, c'est la maladie de Huntington. On parlera de diagnostic de prédisposition, lorsque le risque est élevé mais n'est pas certain. Et là, l'archétype de ces tests, c'est l'oncogénétique, c'est-à-dire c'est l'étude des prédispositions génétiques au cancer, et en particulier au cancer du sein et de l'ovaire. Les risques sont très élevés. Il y a des mesures de prévention qui peuvent être mises en œuvre. Et puis, à part, les tests de susceptibilité, où là, le risque, je dirais, le risque relatif, ou l'odd ratio, là encore deux mots qui sont dans le livre, eh bien, sont très faibles. Et l'intérêt clinique de faire ces tests est peut-être dans certains cas, je dirais dans un grand nombre de cas, discutable. Je voudrais insister sur deux points. On a aujourd'hui des capacités formidables d'analyse des gènes avec l'arrivée du séquençage très haut débit, et nous sommes passés d'une approche assez simple. On est passé du phénotype, c'est-à-dire d'une personne malade, à un génotype. On a peu de risque de se tromper quand on fait des tests chez les apparentés, quoique il peut y avoir des facteurs modificateurs qui modulent les risques. Mais aujourd'hui, avec le séquençage très haut débit, cette capacité formidable d'analyser les gènes et cette tentation d'ailleurs d'analyser tous les gènes ou l'exome, on va trouver des mutations délétères, mais la prédiction du risque de la maladie correspondant au gène n'est peut-être pas celle que l'on a dans les familles où il y a déjà plusieurs cas. Et donc là, c'est toute une réflexion qu'on doit avoir sur les facteurs modificateurs, sur les facteurs modificateurs qui peuvent être génétiques ou non génétiques. Les choses se complexifient un peu. Et je voudrais, je finis sur les aspects éthiques. Et j'ai évoqué les tests de susceptibilité, dont aujourd'hui l'intérêt clinique est quand même très modéré, sauf dans certains cas. Mais il n'empêche que un certain nombre de sociétés, notamment, alors c'est pas en France parce que ces sociétés ne peuvent être créées, mais notamment aux États-Unis, mais en Espagne, voire en Grande-Bretagne, eh bien sollicitent directement des personnes qui veulent faire un test. On parle de direct to consumer, de DTC, et on propose des tests génétiques qui sont des tests de susceptibilité qui finalement ne disent pas grand-chose. Et pour moi, je
parce que finalement, ils ne vont pas donner des risques très élevés. On va rester autour de la moyenne. Et à mon sens, ces tests, finalement, sont une espèce de marché de la réassurance. Et j'ajouterai un petit zeste sur le business que représentent les tests génétiques, celui de la brevetabilité des gènes. Et là encore, vous avez un petit chapitre, un mot sur la brevetabilité des gènes, qui a été, décision de la Cour suprême européenne, rendue impossible. Et ça a été toute une bataille. Pour finir, je voudrais citer Jean Bernard, qui disait à propos de la bioéthique, les obstacles à la réflexion bioéthique sont l'ignorance, le dogme, la magie et le lucre. Et donc, voilà, il faut véritablement se prémunir contre contre le lucre, c'est tout le business. L'ignorance, c'est donc tout le travail que l'on a encore à faire pour mieux comprendre, et c'est doit être, je dirais, quelque chose d'essentiel à avoir en tête, un point de vue même pas éthique, mais déontologique, c'est ne pas se tromper dans la prédiction des risques. Donc voilà, et je voudrais citer Jean-François Mattei, qui a été à l'origine de la loi de bioéthique de 1994, qui ont été reconduites en 2004 et 2011. Et finalement, dans la loi de 1994, l'essentiel de ce que doit encadrer les tests génétiques, c'est-à-dire l'information, l'absence de discrimination, donc sont au cœur de cette pratique, je dirais un peu de cette pratique d'une médecine, je dirais, des risques, mais qui finalement est très à risque. Et donc, cet ouvrage est à la prétention de nous donner un vocabulaire commun, que ce soit pour les patients, pour leur permettre de mieux comprendre, pour les liens avec la recherche, et surtout pour la société. Et ça doit nous permettre d'aborder plus sereinement le débat public. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dominique. Tu as dit, cet ouvrage a la prétention de, je voudrais relancer sur le mot prétention, parce qu'il a une prétention, c'est celle-là, mais il a aussi une humilité. Ce qui est bien en génétique, c'est l'humilité de savoir, on a beaucoup parlé, d'où on vient. Et voilà d'où vient cet ouvrage. Il vient du Que sais-je 2003, de Josué Feingold. On voulait le citer parce que, d'abord, c'est notre maître, et je pense aussi à Françoise parce qu'il est le maître de beaucoup ici. Josué Feingold, 1933-2015, et Josué est mort le 2 mars 2015. Et j'ai eu un coup de téléphone le 3 mars 2015 des PUF disant « Docteur Lyonnais, ce serait pas mal de faire un 100 mots de la génétique ». Alors là, on s'est dit avec Dominique, on le fait. C'est un devoir. Voilà, c'est un devoir. Voilà. Mais donc ça veut dire que le Que sais-je de Josué existe toujours, et quand on l'a repris, il est absolument parfaitement complémentaire de ce qu'on dit, et donc il reste d'une grande actualité, de la même manière que le Que sais-je de Marina sur les biothérapies. Donc vous avez toute une collection pour vous aujourd'hui. Mais on a peut-être des questions à te poser avant, pendant que je bavardais. Vous ne bougez plus. Vous ne voulez pas parler, vous voulez lire. C'est bien. Voilà. Bon. Ah. Oui, pardon, je ne reprends la parole que parce que je ne vois pas d'autres mains, mais je ne veux pas du tout la monopoliser. Je voudrais revenir sur les aspects éthiques et juridiques que vous avez évoqués à travers les dernières lois, parce que là, je me sens plus à l'aise que sur le terrain scientifique. Et vous avez rappelé qu'aujourd'hui, la loi n'autorise, notamment pour les diagnostics préimplantatoires, que la recherche de certaines maladies dont on pense, compte tenu des antécédents familiaux, qu'il y a à craindre qu'ils soient transmis à la descendance du bébé en cours. Mais bon, alors très bien. Mais est-ce que ce type de raisonnement n'est pas en train de devenir obsolète pour des raisons à la fois scientifiques et technologiques et informatiques? C'est-à-dire, est-ce que l'addition de toutes les avancées dont vous êtes responsable, au bon sens du terme, et de l'extraordinaire puissance qui n'a pas fini de se développer de l'informatique moderne,
ne va pas aboutir au point où il sera facile, techniquement, scientifiquement, et très peu coûteux d'aller rechercher toutes les maladies génétiques, et pas seulement celles qu'on a repérées chez les parents, les grands-parents, les cousins, etc., pour l'ensemble de la population. Et du coup, d'avoir entre nos mains un formidable outil, alors je ne sais pas comment il faut le qualifier, soit de prévention des maladies, soit d'eugénisme. Et si on va vers ça, est-ce que vous y avez déjà réfléchi en tant que scientifique, en tant que membre du Comité national d'éthique, pour dire est-ce qu'il faut accepter ça ou est-ce qu'il faut mettre des critères pour limiter cette perspective-là? Merci de m'avoir posé cette question dont la réponse a occupé d'ailleurs le Comité national d'éthique pendant 3 ans, enfin de façon très régulière, avec 2 avis, les avis 107 et je crois 120, avec, et vous avez tout à fait raison de souligner qu'aujourd'hui, alors pas tant du fait du diagnostic, c'est pas tellement le diagnostic préimplantatoire, parce que je pense qu'il va rester assez difficile, mais il y a 2 points que je voudrais peut-être préciser. C'est d'abord le diagnostic préconceptionnel qu'on a évoqué en Italie pour la drépanocytose ou surtout les thalassémies. Et aujourd'hui, il est vrai qu'on peut... en France, la discussion reste à aborder et on s'interroge aujourd'hui, certains s'interrogent sur le fait de saisir le CCNE sur la place du diagnostic préconceptionnel, donc chez les 2 membres d'un couple, recherche donc étude des gènes d'un très grand nombre de maladies associées, dont un très grand nombre de maladies génétiques. Et aujourd'hui, on peut s'interroger, faut-il attendre qu'il y ait un premier enfant atteint dans une famille pour autoriser le couple à avoir un diagnostic prénatal pour le deuxième? C'est une vraie question. Moi, à titre personnel, je pense que vraiment, je serais assez tentée de le faire, à la réserve près du risque d'erreur dans l'estimation de la pénétrance ou de l'expressivité de la maladie. Et je crois qu'il faut vraiment avoir bien fait le tour de la question sur le... si on part d'une mutation, qu'est-ce qu'on peut véritablement prédire du phénotype, c'est-à-dire de l'expression de la maladie, quand on est en dehors d'un contexte. Et j'ai en tête une observation de 2 frères et sœurs dont le seul problème était une infertilité et qui avaient 2 mutations sur les 2 allèles d'un gène qui s'appelle NBN et qui aurait dû, dans la forme classique, ça a conduit à une maladie qu'on appelle le syndrome de Nijmegen. Et le phénotype n'est pas du tout celui qu'il présentait. Ce sont des enfants qui sont très petite taille, qui ont un déficit immunitaire sévère, qui ont un risque majeur d'hémopathie. On n'était pas du tout dans le même phénotype et pourtant ils avaient 2 mutations inactivatrices. Et puis je voudrais dire aussi une chose, donc ça c'est le préconceptionnel, c'est un vrai sujet qui n'a pas été encore abordé aujourd'hui. Le deuxième point, c'est le diagnostic prénatal non invasif. Et là, ce qui se passe, c'est que dès la 10e semaine de grossesse, dans le plasma de la femme enceinte, il y a de l'ADN libre qui circule et 10% en fait est celui du fœtus. Et cette observation physiologique, conjuguée à nos outils formidables que vous évoquez de séquençage très haut débit, avec une informatique derrière très précieuse, va repérer les séquences d'ADN qui ne sont représentées qu'à hauteur de 10%, et donc qui seront, par déduction, correspondront à celles du fœtus. Et donc aujourd'hui, c'est possible. On le fait pour la trisomie 21. La tentation est grande de le faire pour l'ensemble du génome. Voilà. Et la question reste ouverte. Le CCNE a encore du travail. Est-ce que je me permets juste d'ajouter à propos de l'eugénisme, et on a fait dans l'avis, dans les 2 avis d'ailleurs du CCNE, insister sur le fait que si tous les efforts de recherche se poursuivaient et d'accueil de l'enfant malade par la société étaient là, on ne pouvait pas parler d'eugénisme. L'eugénisme, je dirais, c'est un eugénisme d'État. Maintenant, il faut aussi pouvoir laisser au couple le choix de décider. Et donc, vraiment, recherche et accueil sont des mots essentiels pour lutter contre l'eugénisme.
bonsoir. Je suis présidente d'une association de patients qui bénéficie des pays DPM. Et on est deux associations. En fait, le diagnostic préconceptionnel, on n'a pas entendu parler. Je voulais savoir un peu quelles étaient les maladies qui pouvaient en bénéficier, surtout les critères de sélection, s'il y en avait qui étaient déjà établis. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on fait déjà du diagnostic préconceptionnel, mais on ne le fait pas au niveau de la population. Par exemple, la mucoviscidose, un enfant est atteint, voire on a trouvé qu'il était porteur à l'état hétérozygote dans le cadre du dépistage postnatal de la mucoviscidose. À ce moment-là, on fait des tests à rebours chez les parents. L'un des deux, on s'attend à ce qu'il soit porteur. Et on fait des tests, on propose des tests chez les frères et sœurs du parent porteur. Et compte tenu de la fréquence des porteurs d'une mutation dans le gène CFTR, gène de la mucoviscidose, qui est dans notre pays, enfin en Europe, qui est de l'ordre de 1 sur 30, eh bien, on propose chez le conjoint non apparenté le test d'un très grand nombre de mutations, les mutations les plus fréquentes, et ce qui conduit, s'il n'est pas porteur, à diminuer de façon considérable le risque. Donc ça, c'est des choses qui se font aujourd'hui quotidiennement. Maintenant, le diagnostic préconceptionnel sans, je dirais, porte d'entrée familiale, il ne se fait pas en France. Alors, il y a des tests qui sont proposés aux États-Unis, alors peut-être j'ai mal compris votre question, et qui portent sur 400 maladies. On est dans le cadre des maladies génétiques rares, qui soient dominantes ou récessives. Et donc, nous, on est dans le cadre des maladies de l'iris, des maladies rares des yeux, donc de l'anéridie. Et donc, on bénéficie du DPI, du DPM. Quand vous avez quelqu'un qui est porteur de l'anéridie, vous avez une chance sur deux de transmettre. On pourrait très bien imaginer que quelqu'un qui a vraiment pas envie de transmettre, plutôt qu'il ait tout le parcours du DPN, DPI, il puisse bénéficier du préconceptionnel, Et voilà, ça pourrait faciliter les choses. Bien sûr. Donc on est porteur, hein. Oui, Porteur, 50% de chance de transmettre, comme dans d'autres maladies génétiques, quoi. Mais aujourd'hui, je dirais que ça commence par un diagnostic de savoir si le parent ou le futur parent est porteur. Mais ça, on le sait, puisqu'on est. Enfin, c'est. Je ne comprends pas votre question. Alors, est-ce que alors quand on est avec une anéridie, le diagnostic en général se fait assez rapidement, soit par un ophtalmo, soit à la maternité. Première chose qu'on fait, parce que ça oriente la prise en charge médicale, c'est les tests génétiques. Donc, assez rapidement, on sait quelle est la mutation, la délétion qui est concernée. Après, l'enfant grandit, il devient en âge d'avoir un enfant, de se poser des questions, s'il a envie de transmettre, pas transmettre. Voilà. Et donc, pour l'instant, à l'heure actuelle, on bénéficie soit du DPN, voilà, donc une fois qu'on a conçu, et soit du DPI, si on n'a vraiment pas envie de transmettre. Et donc, le préconceptionnel, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, mais dans le cadre des maladies rares qui sont d'une particulière sévérité. Je n'arrive pas à comprendre votre question. Stanislas, viens m'aider. Ah, Sandrine. Oui. Vas-y. Lorsqu'il n'y a aucun signe d'appel, ça, vous êtes dans la population générale, on prend cet amphithéâtre et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais ce serait cela que de dire nous sommes 80 personnes et puis nous voulons savoir les uns et les autres si nous sommes hétérozygotes, bien qu'étant en parfaite santé, mais porteurs du gène de la mucoviscidose, de la drépanocytose, de l'hyperplasie congénitale des surrénales, et comme ça de 400 maladies. Vous parlez-vous de maladies dominantes, c'est-à-dire où les personnes sont atteintes. Et là, on sort du préconceptionnel, puisqu'on est chez des personnes qui posent la question classique de la génétique médicale. Je souffre de quelque chose. De quoi s'agit-il? Ai-je une mutation? Vous voyez, c'est un contexte différent. Oui, bien sûr. Et ce sont plutôt les maladies récessives autosomiques, mucoviscidose, drépanocytose et quelques autres, et les maladies liées aux chromosomiques, ce qui se prêterait au préconceptionnel. C'est une petite précision de langage. Je crois, chers amis, qu'on va réapplaudir Dominique, par contre. Voilà.